Xavier Titelman, merci de participer à ce colloque sur les images de guerre à l'heure du numérique. Merci à vous. Comment fonctionne la recherche d'informations en images pour un journaliste du côté des rédactions? Alors, j'aurais du mal à dire du côté des rédactions. Je peux vous dire quand moi je travaille, et je précise que je ne suis pas journaliste. Euh, il faut savoir qu'historiquement, pendant 4 ans, moi j'ai été en charge de la mise en place des procédures de veille des médias sociaux en gestion d'urgence au profit des pompiers. Donc, c'est-à-dire comment collecter des milliers de tweets pour que ce soit, pour créer de l'intelligence. Quelle est l'auteur d'une inondation? Quel est l'état d'un incendie? Dénombrer des victimes après l'attentat de Nice, c'est des choses qu'on a fait. Sauf qu'un humain ne peut pas faire ça et on s'est reposé sur des communautés très très larges et on a jusqu'à des centaines de bénévoles qui travaillaient pour nous en créant des cartes collaboratives, des classeurs qu'on pouvait alimenter avec des team leaders qui allaient, toi tu vas sur Twitter pour chercher sur tel thème, toi tu vas sur Instagram pour chercher sur tel thème. Et de cette manière-là, on crée une image qui était relativement utile pour la gestion de crise. Moi, quand la guerre a commencé, j'ai dit à ma communauté, est-ce que vous voulez m'aider à suivre l'évolution des Russes? Et j'ai des dizaines de personnes, j'avais plus de 200 000 abonnés à l'époque, j'ai des dizaines de personnes qui sont venues contribuer à cette carte collaborative. Et les gens qui devaient évacuer l'Ukraine, qui me contactent, ils me font bah, ta carte, c'est plus efficace que celle qui nous est fournie par l'ambassade. Pour pouvoir évacuer de Kiev, c'est ta carte qu'on va utiliser désormais. Et je me retrouve comme ça lié à des gens qui sont sur le terrain, qui me remontent des informations. Et cette communauté OSINT, donc Open Source Intelligence, c'est du renseignement en source ouverte, mais là, euh, la grande importance, c'est qu'il y a des milliers de témoins, des dizaines de milliers de personnes qui sont sur le terrain qui vont nous dire, j'ai entendu une explosion, j'ai vu un char qui est passé. Et avec des outils, par exemple, pour vérifier l'image qu'on est en train d'utiliser, est-ce qu'elle était déjà présente sur le passé, par le passé sur Internet? Et donc, on va uploader cette image et le TinyEye, par exemple, qui va nous dire, ben non, c'est la première fois qu'on voit cette image, elle est apparue ce matin sur Internet, elle n'était pas là il y a un mois. Et donc, on va pouvoir valider qu'une information est nouvelle. Et puis, à partir de Google Maps, des images satellites, on va pouvoir faire de la géolocalisation. Et vous avez des sites spécialisés comme GeoConfirmed qui ont maintenant des milliers d'épingles géolocalisées pour pouvoir prouver plein de choses, la position des Russes, les évolutions. Et quand j'ai commencé à intervenir dans les médias, parce que du coup, j'avais une carte qui était quand même très précise, au début de la guerre, 80% des gens sur les plateaux, ils disaient, voilà, c'est bon, dans 3 jours, l'Ukraine s'est effondrée, il n'y a plus rien. Sauf que moi, je pouvais quantifier le nombre de pertes, où est-ce qu'ils étaient bloqués, où est-ce qu'ils étaient en panne d'essence, et là, j'ai été confronté aux journalistes qui, eux, avaient deux, trois journalistes pour faire le travail qui était réalisé par mon équipe de 50 bénévoles super motivés. Les médias, aujourd'hui, n'ont pas la possibilité d'avoir la puissance d'analyse qu'a une communauté de bénévoles sur Internet. Donc, il y a une éclosion, une explosion de l'OSINT à usage journalistique, alors qu'en réalité, c'était des méthodes qui étaient utilisées par les secours, par les forces, par plein de monde depuis très longtemps. Un petit rappel, parce que tout le monde n'est pas au fait de ce genre de technique. Qu'est-ce que l'OSINT en général? Alors, OSINT, ça veut dire Open Source Intelligence. C'est du renseignement en source ouverte. C'est pour ça qu'en français, on dit le ROSO, R-O-S-O, renseignement d'origine source ouverte, ROSO. Le grand concept, c'est qu'on ait une réversibilité de la preuve. C'est-à-dire, je vais dire, à l'attaque MS qui a eu lieu il y a quelques jours avec des nouveaux missiles a détruit 21 hélicoptères. Eh bien, on a un satellite qui passe le lendemain, la communauté OSINT se cotise, achète la photo satellite, ça coûte quelques milliers d'euros, et on va pouvoir avoir une photo satellite haute résolution achetée à Airbus qui a ses propres satellites, et on va le payer. Et donc, on va analyser cette image et on va pouvoir constater qu'il y a 21 hélicoptères qui sont détruits. Ça, c'est de l'OSINT parce qu'on utilise des sources et on peut acheter des informations. Et c'est le contraire du renseignement classique dans lequel on va par exemple pirater un ordinateur, on va essayer de trouver des informations supplémentaires. Là, ce sont des données qui sont publiques, gratuitement partagées par des gens sur les médias sociaux, ou alors qui peuvent être achetées, comme dans ce cas particulier. Les médias et les journalistes s'inquiètent de la présence des réseaux sociaux qui viendraient en parallèle avoir un rôle de diffusion de l'information non contrôlé. Ce que vous expliquez montre qu'en fait, du côté des journalistes, si on n'a pas les budgets voulus pour créer des équipes nombreuses, disposant de budgets importants,
pour acquérir de l'information, ensuite l'analyser, ça devient extrêmement compliqué, sauf peut-être pour quelques grands médias à l'échelle internationale qui ont cette capacité. Je crois même pas que les grands médias soient capables d'aligner 100 bénévoles comme on peut l'avoir 24 heures sur 24 sur l'Ukraine. C'est simplement pas possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que les médias commencent à faire des enquêtes coordonnées entre différents pays, le New York Times avec Le Monde, avec le Bild, etc. Parce que tout seul, même s'ils ont 10 personnes chacun, eh ben, ils ont pas la masse déjà, ils n'ont pas la quantité de gens nécessaires. Mais ce problème du, des journaux, c'est pas qu'un problème de journalistes, c'est un problème des services de renseignement. Les services de renseignement ne savent pas suivre le rythme de diffusion. Et les enquêtes collaboratives, même sur des cas très graves, comme le vol MH17 qui a été abattu dans l'Est de l'Ukraine en juillet 2014, c'est la communauté OSINT mondiale qui a réussi à apporter des preuves. C'est les responsables, les coordinateurs centraux de ces communautés qui ont été auditionnés derrière au tribunal pour expliquer comment est-ce qu'ils avaient prouvé que le missile russe avait suivi telle route, etc. Parce qu'il y avait des milliers de photos qui ont été investiguées. Et donc, c'est pas qu'un problème de journalisme, c'est que d'une manière générale, il y a des communautés ouvertes qui vont lutter contre la pédophilie, contre la fake news, etc., et qui vont devenir une source primaire d'information pour le grand public, pour les médias, et à mon avis aussi pour les services de renseignement. Et c'est pour ça que la prise en compte de cette remontée d'informations par les médias, qui est une réalité aux États-Unis, qui n'est pas encore le cas dans beaucoup d'autres pays, c'est quelque chose qu'il faut absolument accélérer. L'intelligence collective, c'est vraiment fondamental. Et pour revenir sur la question vis-à-vis des médias, le média, le problème, c'est que son audience, lui, il y tient. Et logiquement, quand il y a quelque chose qui commence à s'emballer sur Internet, les médias vont le reprendre très rapidement sans attendre une confirmation. Vous parlez, voilà, on est le 20 juillet, on est le 20 octobre, pardon, donc il y a quelques jours, il y a cet événement en Palestine avec une roquette avec 200 morts. C'est ce qu'ont annoncé le Hamas et ça a été repris tel quel. La propagande du Hamas a été reprise telle quelle par des journaux comme Libération qui dit Israël a bombardé un hôpital, il y a 200 morts et la rue s'embrase à partir d'une information qui est 100% celle qui vient d'un des protagonistes. Et c'est pour ça que dans l'OSINT, on n'utilise aucune source qui vienne des combattants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des sources russes ou des sources ukrainiennes. Éventuellement, on va les prendre en compte. Si c'est des images qu'on peut géolocaliser, par exemple des bombardements qui sont fournis par des drones, là, évidemment, on va les comptabiliser. Mais on ne va pas prendre leurs statistiques ou leurs affirmations comme si elles étaient réelles. Est-ce que ça ne veut pas dire que le fonctionnement à l'avenir des médias ne sera plus forcément en priorité dans l'acquisition des informations, mais dans le traitement des informations à partir de l'OSINT, c'est-à-dire être capable d'évaluer, de décrypter et de conclure en fonction des images qu'ils peuvent recueillir par les différents moyens d'intelligence collective. C'est une certitude parce que les médias n'ont plus la capacité d'être eux-mêmes le recueil de l'information. On est tous un capteur. Vous savez comment Twitter est né, il faut quand même s'en souvenir. En juillet 2009, vous avez un amérissage d'un avion sur le fleuve Hudson à New York. Il se trouve qu'il y avait quelques milliers de personnes sur Twitter, donc vraiment rien. Il y a un gars qui est sur le bateau, qui a Twitter, qui prend la photo, qui la met sur Twitter. Et Twitter a doublé son nombre d'abonnés chaque jour pendant plusieurs mois. Et Twitter est devenu une réseau social d'ailleurs qui a changé de nom maintenant. Mais la source, pour la première fois, une source d'information vérifiée, n'était pas un journaliste, était le citoyen lambda qui pouvait partager une image. Et ça, c'est qu'on est passé de l'info continue, avec CNN qui était sur le toit des immeubles devant Bagdad, à de l'information permanente avec des groupes qui viennent de partout, l'information qui vient réellement de partout. Et ce basculement, personne n'est capable de l'anticiper. Et le problème, c'est qu'évidemment, il peut y avoir des dérives. Et le grand travail des journalistes, c'est d'identifier les informations fiables, les communautés qui peuvent produire de l'intelligence, mais dans le sens analyse technique valide. Ils doivent valider l'information avant de la retranscrire telle qu'elle. Oui, ils feront moins le buzz. Oui, ils auront 1 heure de retard sur le collègue. Mais je veux dire, il y a un moment, il faut aussi garder une certaine éthique et une crédibilité. Et on a certains médias aujourd'hui qui l'ont perdu malheureusement.
On est loin effectivement en 2023 du reporter de guerre de la guerre d'Indochine ou de la guerre du Vietnam qui partait, je dirais, avec la confiance de sa rédaction pour ramener des images, des photos et des reportages. Quelle place ces nouveaux conflits, ou plutôt les nouvelles conditions des conflits actuels, laissent à des reporters de guerre classique, et il y en a énormément qui font un Bien sûr. d'extrême qualité, mais dans des conditions effectivement de fonctionnement qui ont nettement changé. Pour moi, il y a vraiment une complémentarité. Les journalistes de guerre, ils ont toute leur place dans les situations dangereuses. Ils sont équipés. Moi, j'ai pas de gilet pare-balles, j'ai pas de casque lourd. Ça n'empêche pas d'aller pas très loin du front quand même. Mais la réalité, c'est que eux, ils ont aussi cette habitude. Si on regarde un jeune comme Cyril Amourski, qui est parfaitement francophone, qui a grandi en Ukraine, qui a de la nationalité russe, c'est quelqu'un qui réunit toutes les compétences. Il est aux Inter, il est reporter de guerre, il se met sur les chars pour aller participer aux offensives. Mais ça, c'est du reportage de guerre qui a une valeur ajoutée. Et ça, ce sera jamais remplacé par les tweetos qui sont dans la ville. C'est totalement complémentaire. Quelqu'un qui est dans la ville de Kharkiv et qui va avoir témoigné d'un bombardement, quelqu'un qui est derrière son ordinateur et qui va faire des analyses d'une photo satellite. Ça, c'est complémentaire avec le reporter de guerre qui va pouvoir être en première ligne. Mais de la même manière, j'ai envie de dire, euh, mes relations avec les combattants, notamment du côté ukrainien, même si j'avais aussi des relations côté russe, bah, ces combattants me remontent aussi leur GoPro, parce que maintenant, il y a l'image qui est disponible. Et j'ai des scènes de combat qui sont absolument incroyables, et que je filtre et que je choisis quand je les partage derrière, aussi pour des raisons de sécurité, puisque je ne veux pas mettre mes copains en danger. Mais tout ça, c'est une complémentarité. Le combattant est devenu un capteur également pour les médias. Mais le journaliste de guerre, il va aussi avoir une capacité à valider l'information, puisque quand c'est fourni encore une fois par un protagoniste, c'est toujours sujet à caution. Donc, si c'est une image filmée par un drone avec un bombardement, si on n'arrive pas à géolocaliser l'image, ça peut être par exemple une carcasse de char, c'est peut-être la troisième fois qu'on la voit. Donc, on ne va pas pouvoir forcément la comptabiliser systématiquement. Tandis qu'un journaliste de guerre, il sait où il est, il sait ce qu'il va filmer, et là, on va pouvoir vérifier avec ces grosses bases de données pour amener de l'information qui, là, va être forcément valide. Merci Xavier, c'était une contribution importante à notre colloque et Merci pour l'invitation.